Je m'appelle Robert, ma femme a été enlevée par mon suzerain et enfermée dans une tour. Je suis entré en rébellion avec le soutien de clans nordiques. Je combats les forces royales menées par un prince au dragon rouge. Je porte un tabard jaune, je fends la poitrine d'un de mes ennemis jurés lors d'une bataille décisive sur un cours d'eau. Est-ce que je suis Bruce ou est-ce que je suis Baratheon? C'est pas Bruce, parce que ça, je le sais, je l'ai vu la dernière fois, je crois que c'est Baratheon. Perdu, c'était les deux. Oh là là, hein. Il est dur ce jeu. This castle belongs to me! Cet imaginaire du cinéma est souvent relativement près de l'imaginaire des hommes du Moyen-Âge. Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des univers fabriqués. Parfait. Pas tous les jours qu'on a un décor comme ça. Alors je vais le photographier avant qu'on le démolisse. As an artist, if it's not true, I wish it were. Je ne filme pas le patrimoine. Je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent. But why? Historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde. Jetez-moi ça, mais jetez-moi ça dans les douves. Eh bien, bonjour à vous qui nous rejoignez dans la douve. Aujourd'hui, petit exercice particulier pour nous, puisque c'est la première fois qu'on va recevoir des invités au sein de l'émission. Je suis entouré de mes collègues habituels, Pierre Udren. Bonjour. Édouard Fabier. Bonjour. Et nous recevons également Aurélie Passy. Bonjour. Et Thierry Soulard. Bonjour. Pour causer, entre autres, du Trône de Fer. C'est un peu notre éléphant dans la pièce depuis qu'on a commencé le podcast. On en parle à peu près à toutes les émissions. On fait souvent référence à Game of Thrones et du coup, on a décidé d'y consacrer une émission spéciale. On a aussi décidé de prendre l'axe de l'histoire par rapport à Game of Thrones. Et du coup, on s'est dit qu'on allait inviter pas que des copains, mais aussi des gens qui ont des connaissances. Et entre autres, eh bien, Aurélie et Thierry ont écrit un livre sur les rapports entre le Trône de Fer et l'histoire, donc plutôt côté saga papier, même s'il y a quelques incursions côté série, qui s'appelle Les Mystères du Trône de Fer. C'est le deuxième volume. Le premier a été écrit par Thierry tout seul. Thierry Soulard, pardon. Et du coup, il s'intitule La clarté de l'histoire, la brume des légendes. Il est paru chez Pygmalion au mois de février. Et donc, je crois que Pierre, pour commencer l'émission, tu avais une question. Oui, non, mais juste en termes de présentation, un peu nous raconter le comment vous en êtes venu à écrire ces livres. Bah, du coup, toi, Thierry, peut-être le premier, et pourquoi vous passez à deux sur le second, quels sont un petit peu vos axes et peut-être votre envie de base. En fait, le premier livre, qui est sous-titré Les Moussons du vent, il découle totalement du côté fan du Trône de Fer et du forum des fans de la Garde de Nuit. Peu à peu, à force d'être sur le forum, à force de discuter avec des fans, avec des passionnés, j'ai commencé à créer des théories sur qu'est-ce qui peut se passer ensuite dans le Trône de Fer pour tel personnage, quelle peut être la résolution de tel ou tel mystère. Et je me suis rendu compte que plusieurs des théories avaient une cohérence entre elles, c'est-à-dire qu'elles reposaient sur des jeux de mots. Et ces jeux de mots n'étaient pas du tout explorés, n'étaient pas du tout étudiés dans les livres que j'avais pu lire sur le sujet. Et donc je me suis dit, bah tiens, ça pourrait mériter de faire quelque chose de mon côté. J'en ai parlé à l'éditrice des livres Trône de Fer en français. Et elle a dit, bah oui, pourquoi pas, ça peut totalement m'intéresser. Et donc on s'est retrouvé à faire ce premier livre donc, qui traite du style littéraire de George Martin et de la façon dont il va utiliser la langue et les jeux de mots pour cacher des indices. Et dès le début, en fait, on a parlé de l'idée d'éventuellement faire d'autres tomes, et en particulier un sur l'histoire. Et ça se trouve bien, dans la Garde de Nuit, l'association La Garde de Nuit et le forum, il y avait Aurélie Passy, qui est doctorante en histoire, qui avait déjà prouvé, à mes yeux en tout cas, qu'elle savait écrire sur le sujet, parce qu'elle avait fait des notes de blog très fournies, très intéressantes, sur des points historiques. Et donc du coup, avec l'éditrice, on a commencé très tôt à parler de faire un second livre qui parlerait des parallèles historiques et des inspirations historiques de George Martin. Bah,
moi qui ne suis pas historien, plutôt que d'essayer de me galérer moi à faire un livre sur des sujets que je maîtrise pas et à me stresser à surdoser tout ce qui va être recherche historique pour compenser, bah tant qu'à faire, autant faire appel à Aurélie pour que ce soit elle qui se fasse tout le sale boulot comme ça, quoi. Aurélie, je sais pas ce que tu as carrément. Non, bah ouais, mais c'est vrai que moi, c'est un projet qui tout de suite m'a beaucoup plu parce que bon, forcément, le trône de fer, une des caractéristiques qu'on trouve souvent et qui est souvent mise en avant, c'est oh, il y a de l'histoire dedans, il y a des références historiques, etc. Et donc, c'était essayer d'aller explorer un petit peu plus en profondeur bah, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'histoire dans le trône de fer, quel type d'histoire c'est, est-ce que c'est de l'histoire réelle, est-ce que c'est de l'histoire fantasmée ou romancée, enfin voilà, quel est le type d'intrigue ou d'éléments historiques qu'on retrouve dans le trône de fer. Et peu à peu, bah, le projet s'est étoffé. On est allé chercher vers les sources de George Martin, savoir qu'est-ce qu'il lit. Et on a retrouvé bah, pas mal d'éléments en lien avec la fiction historique et ce qu'on appelle la popular history, donc une façon d'écrire l'histoire qui est narrative. Et qui plaît beaucoup à George Martin, hein, parce qu'elle est source d'intrigue, parce qu'elle met en scène des personnages et que les personnages chez George Martin sont très très importants. Et donc voilà, le projet a été d'essayer d'explorer tous ces éléments-là et de brasser le Moyen-Âge, mais pas que le Moyen-Âge, toutes les autres périodes historiques qu'on arrivait à retracer et que George Martin lui-même évoque dans ses interviews. D'ailleurs, vous parlez beaucoup, oui, de popular history, mais en France, par exemple, pour illustrer un peu ce genre, qui y a comme auteur qui pourrait faire partie de la popular history? La question piège. C'est vraiment une question piège parce que c'est clair. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et très vite on va se retrouver à citer des noms qui vont pas du tout plaire aux historiens, qui vont faire honte à Aurélie si on les cite. Donc en fait, la popular history, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un genre littéraire anglo-saxon qui existe quasiment pas en France. Et l'idée, c'est de raconter l'histoire, mais vraiment pas de faire du roman historique où on a un background historique et des personnages inventés, mais de prendre vraiment l'histoire telle qu'elle est, les faits historiques, mais en se permettant parfois d'entrer dans la tête des personnages, d'anticiper un petit peu sur leur motivation, de réimaginer le cadre, imaginer qu'il pleuvait ou qu'ils étaient fâchés en disant ça ou des choses comme ça, c'est-à-dire broder un tout petit peu autour de ça pour rendre ça plus fluide dans la narration. Donc ça se trouve beaucoup, comme je le disais, dans tout ce qui va être littérature anglo-saxonne. En France, certains historiens vont le faire parfois, mais ils ne vont pas être connus comme ça. Mais Jean Favier, qu'on a utilisé pour ce livre-là, de temps en temps, sur certains passages, il arrive à faire, à nous mettre dans l'ambiance d'une bataille, à nous mettre dans l'ambiance d'un événement historique quelconque par des artifices narratifs en fait qui relèvent du roman. Et voilà, mais c'est vrai que comme ça j'ai assez peu d'exemples. L'exemple le plus parlant, ça serait probablement d'imaginer l'équivalent en reconstitution historique dans les documentaires. Quand dans le documentaire à la télévision, on a des reconstitutions en costume avec des personnages historiques qui agissent et une voix off qui raconte ce qu'ils sont en train de faire à ce moment-là. Voilà, la popular history, c'est ça, en équivalent littéraire, c'est quand on illustre d'une certaine façon l'histoire et qu'on la rend un petit peu plus vivante en remettant des costumes, des décors, en refaisant vivre l'ambiance, plutôt qu'en racontant simplement, voilà, à telle date il s'est passé telle chose, quoi. Je visitais l'Angleterre et l'Écosse et je me baladais et on est allé voir le mur d'Adrien avec une amie. J'ai regardé au loin et j'essayais d'imaginer ce que cela voulait dire d'être un légionnaire romain de l'époque d'Adrien, tout juste arrivé peut-être d'Italie ou d'Afrique du Nord, et maintenant posté là, au bout du monde. Il devait se tenir là, devant le mur, en regardant au loin
ces collines et ces forêts, en se demandant quel péril pourrait en surgir. Et je me suis dit que je pourrais peut-être inventer quelque chose d'effrayant par rapport à ça. Et ce n'est que 10 ans plus tard, en 1991, quand j'ai commencé à écrire Le Trône de Fer, que l'idée m'est venue. Je savais que je devais inclure un mur. Bien sûr, c'est de la fantasy. Alors je l'ai rendu plus grand, plus coloré, plus magique encore. Donc, au lieu d'un mur de pierre de 5 mètres, j'ai inventé un mur de glace qui fait 200 mètres. Pour revenir, avant d'entrer dans le domaine de l'histoire et des références que peuvent avoir Martin et plus tard Benioff et Weiss sur le volet série, peut-être rappeler entre nous quel est le lien qu'on entretient tous un peu avec le Trône de Fer, que ce soit du côté d'Aurélie, que ce soit du côté de Thierry, ou même d'une autre, Pierre et Édouard, puisqu'on en parle assez souvent quand même. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur ce sujet ? Je commence du coup. L'idée qui est assez marrant, c'est que je pense que moi j'ai un rapport. Je crois que c'est toi, mec, qui m'a fait découvrir le premier tome du Trône de Fer quand on était au lycée, il me semble. Et du coup, c'est assez marrant parce qu'il y a un rapport comme ça qui est au départ un rapport littéraire qui petit à petit va s'étoffer et s'amplifier. À tel point que tu vois, les bouquins, je les ai lus, puis je les ai relus. J'ai découvert justement, et ça m'a beaucoup aidé, je pense, dans ma lecture au départ, la garde de nuit, le forum et surtout l'encyclopédie. Tu vois, moi j'ai tendance, quand je regarde un film, quand je lis un bouquin, à passer plus de temps à côté, à dire, oh là là, d'accord, il parle de tel personnage, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce que quoi, et du coup, cette découverte d'un monde là, en fait, qui est un peu. Je sais pas, qui a beaucoup plus, en fait, en périphérie que ce qu'on montre dans les livres, en tout cas. Et petit à petit, tu vois, t'as la découverte de tout l'univers de George R.R. Martin, que personnellement j'appelle Gregre Martin, à la française. Et tu vois, avec la découverte des nouvelles d'Unkelhoff, et puis après, je pense qu'il y a un truc important, peut-être même encore plus pour moi, c'est la découverte de l'univers du jeu de rôle, peut-être, qui, pour nous, en tout cas, s'est faite au travers du jeu de rôle du Trône de Fer. Et puis après, même, on a poussé le truc jusqu'à faire du jeu de rôle grandeur nature, donc vraiment déguisé à chevalier dans la forêt, à se taper avec nos copains à des épées en plastique. Donc là, on est vraiment quand même à un niveau de geekos plus, quoi, tu vois. Ce qui est rigolo, c'est que ça revient, j'ai l'impression, à chaque publication de bouquin, quoi, parce que finalement, c'est un truc continu dans le temps, et ça fait 15 ans que de temps en temps, Martin republie un bouquin, et donc ça renvoie dans, tu vois, un peu ce truc-là. Et même, tu vois, les 2 confinements là qu'on a passé cette année, je pense qu'on s'est retrouvés aussi autour du jeu de rôle du Trône de Fer, en fait, parce qu'on était un peu coincés chez nous, et du coup, on a enclenché une espèce de découverte de ce monde-là encore plus grande, quoi. Et puis, il y a un truc en particulier pour nous 3, en tout cas, qui est important, c'est qu'on a découvert l'univers avant la sortie de la série. C'est une découverte qui date d'avant. On a dû découvrir ça enfin moi en tout cas ça devait être 2005-2006, et puis pour vous je pense que ça a été plus vers 2007-2008, un truc comme ça. Et ça a été important parce qu'en fait on était des gamins qui baignaient déjà beaucoup dans tout ce qui était imaginaire médiéval, et on a quand même beaucoup projeté de choses sur cet univers, ce qui fait qu'on en parlera quand on parlera de la série, mais on a un rapport à la série qui est particulier aussi aujourd'hui, je pense. Édouard, peut-être t'as quelque chose à ajouter sur le sujet, peut-être ? Moi, mon profil ressemble beaucoup à celui de Pierre, vu que, pareil, moi c'est Chris qui m'a fait découvrir Le Trône de Fer. Je suis le gamin insupportable qui mettait le livre dans les mains de tous ses copains en disant « Faut lire ça, c'est génial !» Et j'accentuerai même ce qu'a dit Pierre en disant qu'on a été, mais quand même aussi, jusqu'à passer des soirées à jouer aux jeux de plateau et à contaminer tout notre entourage en disant non, toi tu vas être Baratheon, ok, on va conquérir Port-Réal en un tour, ok, je te montre. Il y a quand même, oui, voilà, comme disait Pierre, on a quand même vraiment été contaminé, si on peut dire, par cette œuvre, cette œuvre littéraire. Et comme tu l'as dit, voilà, on a un rapport, finalement, on est les vrais. On a vu avant qu'il y ait la série. On a lu. Et du coup, toi, peut-être Aurélie, sur ton rapport à l'œuvre en tant que fan. C'est rigolo parce qu'en fait, j'ai découvert cet univers au moment où sortait la première ou la deuxième saison. C'était 2011-2012. Et en fait, j'ai entendu parler de cette œuvre-là parce que la série sortait.
Et en même temps, c'était la sortie de A Dance with Dragon, donc le tome 5, hein, le dernier qui est sorti, hein, 2011. Et, Il y a 10 ans. N'est-ce pas? 10 ans. Et du coup, je me suis dit que quand même, avant de regarder la série, bah, j'allais quand même lire un petit peu les livres. Et donc, en fait, je connais l'univers, j'ai découvert l'univers parce que la série sortait, mais j'ai d'abord commencé à lire les livres. Donc j'avais pas cet attachement peut-être profond émotionnel comme vous avez pu l'avoir, mais j'ai commencé les livres avant la série. Et tout de suite, ce qui m'a plu, c'était ouais, la profondeur de l'univers étendu, du monde en fait, où vraiment on plongeait dans une intrigue, mais pas que dans l'intrigue. Il y avait vraiment tout un monde qui était là et on le sentait qu'il existait, un monde profond qui avait une histoire de plusieurs millénaires. Et George Martin arrive à bien manier plusieurs ressorts littéraires en fait pour donner cette impression d'un monde qui est grand, qui est vaste, qui est développé. Et ce que j'avais aussi particulièrement aimé, c'était le souci du détail qu'il avait et du fait que rien n'est laissé au hasard dans son œuvre. Le choix des mots, que ce soit le fait de placer tel personnage à tel endroit. Enfin, il y a énormément de détails et d'indices et d'éléments qui sont dispersés un petit peu dans toute son œuvre, et ça dès le premier tome, pour que ensuite le lecteur s'empare lui-même de l'œuvre de George Martin et arrive à reconstituer des sous-intrigues, des mystères, typiquement la naissance de Jon Snow, mais on a aussi la mort de Jon Arryn, qui sont en fait des intrigues qui peuvent se déduire avec tout le matériel que George Martin peut donner. Et donc c'est ce dialogue entre l'auteur qui place des éléments et le lecteur qui va s'en emparer qui m'avait beaucoup plu et qui m'a permis de rentrer aussi dans la communauté de la garde de nuit. Et toi, du coup, Thierry, je crois que t'es plus post-série, non? Quand t'as ta découverte de l'univers. Moi, en fait, j'ai commencé par la série. J'ai découvert la série grâce à un collègue de travail qui m'a dit ah tiens, tu devrais regarder, je suis sûr que ça te plairait. Et j'ai regardé, et autant que je m'en souvienne, sur le premier épisode, j'étais là, ouais, c'est pas mal, mais on s'ennuie un petit peu, il y a des moments. Et il y a eu la fin du premier épisode, où il y a cette scène où Jaime Lannister et Cersei Lannister sont en train de s'envoyer en l'air en haut d'une tour. Et toi, tu es en train de percuter. Mais en fait, ils étaient pas frères et sœurs, eux, là. Il y a un truc que j'ai pas compris dans l'histoire, en fait. C'est quoi cette série? Et puis là, il y a Bran Stark qui arrive par la fenêtre et qui les voit. Et tu dis, oula, bah tiens, quoi? Et avant que tu aies compris ce qui se passe, Bran Stark se fait balancer par la fenêtre. Et là, tu te dis, vraiment, c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans une œuvre à la télé, en fantasy. On est sur quelque chose qui vient en une scène de me massacrer plusieurs tabous narratifs, plusieurs tabous de fantasy, qui vient d'aller beaucoup plus loin que pas mal de choses, enfin que tout ce que j'avais vu jusqu'alors, à la fois dans des séries télévisées et dans des séries, dans des histoires de fantasy. On est sur quelque chose qui n'hésite pas à aller très loin pour nous surprendre et à mettre des enjeux très forts et des personnages qui vont vraiment aller très loin dans leurs actes. Et c'est à partir de là, très, très clairement, que ouais, moi j'ai été happé. Donc j'ai regardé toute la première saison très rapidement, parce que je pense que toute la première saison était déjà sortie à ce moment-là, ou en tout cas une bonne partie. Et derrière, bah, évidemment, j'ai enchaîné avec les livres très très vite. Donc les livres en français pour les premiers, et le A Dance with Dragon en anglais, parce que je voulais pas attendre la traduction. Et à partir de là, bah, je n'ai jamais quitté cet univers. J'ai mis du temps quand même, j'ai mis un petit peu plus de temps à arriver sur le forum de la garde de nuit, et à partir de là, ça a relancé encore cet intérêt pour tout ça. Parce que je me suis rendu compte j'étais passé à côté d'énormément d'informations, d'énormément de sous-intrigues très intéressantes.
Et puis peu à peu, bah voilà, je suis resté pour le côté quête, quête de sous-intrigue, quête de mystère, et j'avais eu un peu le même phénomène au moment où la série télévisée Lost sortait. Je m'étais retrouvé sur des espaces internet comme ça à discuter avec des fans de comment va se résoudre tel ou tel mystère, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'il faut comprendre ça. Et donc voilà, il y a ce côté communautaire et quête qui fait que l'œuvre dépasse l'écran ou dépasse le livre, et l'œuvre devient vraiment un moyen d'échanger avec d'autres personnes sur une passion commune. Juste avant de passer au vif du sujet, moi il y a une question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a un personnage que vous adorez, est-ce qu'il y a un personnage que vous détestez? Vas-y Pierre, commence. Il y a un personnage que j'adore qui est Littlefinger, du coup, en bouquin en tout cas. En série, je le trouve horrible. Pour plein de raisons, je pense que dans le bouquin, il y a un espèce de chapitre, vachement à part des autres, où tu suis, tu vois, t'as suivi pendant tout le bouquin cette espèce d'homme de cour un peu retors et manipulateur, et puis à un moment tu découvres un peu toutes ces espèces d'origines sociales, et t'as un mariage, tu sais, dans une ambiance un peu médiévale, crasseux au milieu des moutons sur l'espèce de village un peu pourri où il habite, et en fait tu te dis, ah mais c'est vachement intéressant, ce personnage vient de là, et tu vois, ça sera pas plus, imbriqué dans la sorte, je sais pas, ce personnage-là m'intéresse beaucoup, mais en fait, de façon générale, il y a chez Martin cette volonté d'un parti pris très très fort qui est de chaque chapitre et la vision d'un personnage en tout cas, même s'il n'est pas forcément à la première personne, mais en tout cas il y a cette volonté-là qui, je pense, moi, est la principale force dramaturgique des bouquins en tout cas, quoi. Et c'est peut-être ça qui justement fait que le rapport avec la série est peut-être un petit peu différent, quoi. Je sais pas vous, quel est votre petit personnage préféré, quoi. Aurélie. En personnage préféré, je dirais Jaime et Daenerys, qui sont les personnages qui, je trouve, ont une évolution vraiment très intéressante et vraiment bien construite. Daenerys, parce que c'est un personnage duquel on est amené à avoir de l'empathie dès le départ, en fait, vu la situation dans laquelle elle est mise, mais qui progressivement, en fait, révèle des aspects beaucoup plus sombres et beaucoup plus barbares, en fait, et toute son évolution jusqu'à la fin du tome 5, en fait, est assez intéressante de ce point de vue-là. Je pense que, ouais, il nous construit un personnage qui va assez mal finir, en fait, et qui contrairement à la façon dont les parcours des héros sont construits, où on a un héros qui monte vers plus de civilisation, et qui amène la paix, etc. Là, on va avoir, je pense, un personnage qui suit le chemin inverse, hein, qui se dirige vers plus de barbarie, et on verra après comment elle finira, mais voilà, je suis très, très intéressée par la façon dont il va construire ce personnage-là. Et Jaime, parce que c'est le personnage qui est à l'origine celui qu'on déteste presque, alors peut-être pas le plus, mais un personnage, comme Thierry disait, c'était le personnage qui jette un enfant par la fenêtre, hein, après s'être tapé sa sœur. Donc on est quand même bien haut, hein, niveau du personnage un petit peu salaud, et en fait on se rend compte que derrière tout ça, il y a vraiment un personnage qui est beaucoup plus complexe que ce à quoi on pouvait s'attendre, et c'est justement là ce que disait Pierre sur le jeu, en fait, du point de vue. Et c'est à partir du moment où on commence à avoir le point de vue de Jaime que progressivement se construit un personnage qu'on commence à apprécier. Et en personnage que j'aime le moins, longtemps ça a été Théon Greyjoy. C'est le personnage, je lui trouvais aucune excuse pour être à ce point arrogant et vraiment connard, en fait, imbu de lui-même. Ça, c'est quelque chose que je supportais pas, alors qu'en fait le mec il se plaint, mais il fait rien. Et là, depuis quelques temps, avec une relecture, le personnage de Jorah Mormont commence à un petit peu me taper sur le système, vraiment avec un comportement très égoïste et très c'est ça, très égoïste, et pas du tout protecteur, en fait, contrairement à ce qu'on peut lire dans un premier temps vis-à-vis de sa relation avec Daenerys. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est justement deux personnages que j'apprécie beaucoup plus dans la série. Là, pour le coup, il y a un changement de caractère, un changement d'arc narratif qui font que je trouve plus appréciable dans la série. Thierry ? Moi, je suis très surpris qu'Aurélie ne nous ait pas parlé d'Euron.
voilà. Mais Euron Greyjoy, elle adore le Euron Greyjoy de la série d'ailleurs. Donc moi, c'est que mes personnages, en fait, je suis très classique. J'aime beaucoup Tyrion, j'aime beaucoup Arya, j'aime beaucoup Asha Greyjoy aussi. Après, voilà, il y a les personnages, il y a les chapitres aussi. J'aime beaucoup Theon Greyjoy mais pas vraiment pour le personnage, mais pour ses chapitres. Ces chapitres, en fait, sont hilarants quand on les lit avec de la distance. Ils sont super bien écrits. Ou en tout cas, ils sont hilarants au début parce que c'est le gamin qui arrive, qui croit qu'il va avoir le monde à ses pieds et qui se prend des vents comme c'est pas permis. Et en fait, c'est absolument hilarant. Donc moi j'adore ça. Et il y a aussi les personnages ça va évoluer. Tyrion, je l'aime beaucoup dans les 4 premières intégrales. Et dans la 5e intégrale, en fait, sur une bonne moitié de la première 5e intégrale, il est assez détestable. Ça devient un violeur, ça devient un personnage qui est totalement dépressif et qui perd tout ce qui faisait son charme. Il se ressaisit sur la fin, mais voilà, il y a chez George Martin cette capacité à nous faire détester des personnages qu'on a adorés avant et nous faire adorer des personnages qu'on a détestés de prime abord. Donc c'est vraiment ça qui fait que j'aime beaucoup, et je pense que ça va être pareil pour d'autres. Arya, je l'aime beaucoup, c'est une gamine qui est hyper débrouillarde malgré le monde totalement horrible dans lequel elle évolue, mais c'est en train de devenir une serial killer, la gamine, quoi. Donc voilà, j'attends le moment où Arya va se retrouver à tuer un autre personnage qu'on adore, et où on va se retrouver dans notre tête de lecteur à devoir faire des choix entre voilà, quel est mon personnage préféré entre les deux, en fait. Est-ce que j'ai envie qu'Arya gagne sa mission là, ou est-ce que j'ai envie qu'elle loupe son coup et que l'autre personnage que j'adore survive. Donc voilà, c'est ce que j'aime beaucoup chez George Martin, c'est cette capacité à nous faire aimer et détester d'un chapitre à l'autre des personnages. Edouard, du coup ? Moi, je pense Barristan Selmy. Étonnant, hein ? Je suis pas étonnant. Pour le coup, personnage qui est souvent spectateur de l'histoire. Il défend le roi légitime, le roi Targaryen, autant qu'il peut. Il échoue à sa mission, mais Robert l'Usurpateur lui dit « T'as bien combattu, je te veux dans mon équipe. » Puis, il se fait virer de la garde royale. Il préfère d'aller avec Daenerys, il la sauve, etc. Et il y a un moment que je trouve très rigolo, c'est quand Daenerys n'est plus là, et que c'est à lui de gouverner. Et on sent que, en bon spectateur qu'il est, il sait pas gouverner. Du coup, il va faire « Bof, je vais faire comme je peux ». Et surtout, quand on lui présente les doléances, on sent qu'il est totalement ailleurs et qu'il est juste dans son petit truc, dans son petit monde. Et que, en fait, clairement, c'est un chevalier, c'est pas un mec qui est là pour gouverner. Il reste fidèle à lui-même, mais, mine de rien, il passe souvent à côté de l'histoire et finalement, il est presque spectateur de la grande histoire, on va dire, du livre. Il est personnage point de vue à la fin de l'intégrale 5, dans Dance with Dragons, effectivement, quand Daenerys disparaît, en fait, pour continuer à voir les événements à Myrine, on a le point de vue de Barristan. Parce que lui, il y a aussi ce truc-là, c'est avec lui qu'en fait, mais alors ça, c'est littérairement possible, et du coup, en termes de série, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, c'est lui qui, en fait, disparaît à un moment du bouquin, réapparaît sous le nom de notre personnage, et à un moment, nous est révélé que, oh mon dieu, mais en fait, c'était lui, mais, enfin voilà, comme on n'a pas de représentation visuelle, en fait... C'est lui, hein, c'est ça ? Ouais, c'est exactement. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, la série avait fait un choix plutôt pertinent de pas faire durer le suspense, parce que normalement la révélation arrive beaucoup plus tard. C'est genre à Mormon, genre après 6 mois, qui fait non, il y a un autre traître dans votre camp. et du coup, t'es là, oui. Bon, en fait, en série, heureusement que ça a été évacué. Ouais, ça pour le coup. Ouais. Mais c'est vraiment la différence entre les deux médias, livres et séries, du coup, où voilà, il y a des choses qui marche extrêmement bien dans les livres et que George Martin utilise très souvent, le coup des doubles identités, des personnages qui changent de nom, qui vont réapparaître sous un autre nom dans un autre chapitre et il va falloir mettre en relation les descriptions ou autres. Il fait énormément, George Martin. Mais ça, c'est impossible à faire dans un média visuel comme la télévision. Donc, la série a dû adapter pas mal de choses et faire l'impasse sur certaines bonnes idées de George Martin parce qu'elle n'avait pas le choix. C'est là vraiment qu'on voit que c'est vraiment un livre à la base
et que derrière la série, elle a pu faire certaines choses, elle a pu inventer des choses que George Martin ne pouvait pas faire aussi, mais il y a certaines choses qui sont tout simplement inadaptables d'un média à l'autre. Et pour toi, Christophe, quel est ton personnage préféré ? Moi, j'ai une passion pour les losers magnifiques. Du coup, dans cette passion, il y a Theon Greyjoy, que je trouve absolument génial dans son ratage d'à peu près tout ce qu'il entreprend. On est à peu près raccord, en fait, hein, tous ensemble sur Théon. Mais en fait, Théon, il y a quelque chose qui est génial, c'est que tu te dis, c'est fini au 2e tome, il est cuit, il s'est fait capturer. Il est dans les choux, il revient en tome 5 et en fait, il a plus de doigts, il a plus de bites. Il est complètement ravagé et il va reprendre un peu il va reprendre légèrement confiance en lui, mais à un niveau tellement infime que ce qu'il va faire, ça va lui demander un courage mais monstrueux. Et ce que je trouve absolument génial en termes de parcours émotionnel du personnage. En plus, les ambiances sont terribles dans l'intégrale 5 autour de ce personnage. Tout ce qui se passe dans ce huis clos de Winterfell, je crois que c'est ma partie préférée. Et toujours dans ces losers magnifiques, j'adore Quentyn Martell. Vraiment, ce personnage qui part avec j'ai un papier dans ma botte, je vais épouser Daenerys, je traverse la moitié du monde connu et à la fin je me fais cramer la gueule par un dragon dans un espèce de plan what the fuck qui marche pas. Et je trouve ça génial. En fait, je trouve ça excellent de voir à quel point, tu vois, même toi en tant que lecteur, tu projettes des espèces d'idéaux sur le bouquin et sur la série, ce qui a été son succès. Le premier exemple, c'est Ned Stark, en fait, qui te prend par la main, qui t'emmène dans cet univers et qui se fait couper la tête, et là, t'es complètement désarmé. Et il le refait encore une fois avec Quentyn Martell, et tu te dis, non, je vais pas me faire avoir. Mais en fait, si, complètement, parce que d'un coup, t'as envie d'y croire, t'as envie d'avoir un peu d'espoir pour ce personnage, et ça ne marche pas du tout, le monde est beaucoup trop rude pour lui. Ouais, voilà, j'adore ces deux trucs-là. J'ai une petite passion Conflans aussi, mais j'ai une petite passion pour la gadoue, la pluie, Brienne et toutes les intrigues qui se passent au milieu de Westeros, beaucoup plus que pour les intrigues d'Essos, par exemple. Le Moyen-Âge était une période de contraste énorme. Il pouvait y avoir des choses vraiment magnifiques. Mais à côté de ça, il y avait aussi des paysans qui vivaient dans des conditions incroyablement misérables, qui ne s'éloignaient jamais d'1 kilomètre de l'endroit où ils étaient nés, qui cultivaient des navets pendant toute leur vie, jusqu'au moment où un chevalier arrivait et les égorgeait pour les avoir regardés. C'était donc une période très contrastée, et de ces contrastes naissent de grands drames. Le drame vient des contrastes, des conflits. On a d'un côté une grande beauté, de l'autre beaucoup d'horreur. Il y a donc une histoire puissante à raconter. Pour reprendre un petit peu sur le côté, sur le sujet sur lequel vous avez travaillé, du coup, en dehors du Trône de Fer, il y a l'histoire et la relation particulière entretenue par Martin et l'histoire que vous avez déjà un peu évoquée au début, mais pour approfondir peut-être un petit peu les notions, comment peut-être est-ce que Martin se réapproprie le matériau historique et le transforme en œuvre de fiction et de fantasy, du coup? Martin, c'est quelqu'un qui est héritier de toute l'histoire, à la fois de la fantasy, mais aussi de la fiction historique qu'il apprécie beaucoup. Et en fait, il s'appuie énormément sur des choses qui sont relativement connues, en fait, hein. Ses inspirations sont assez classiques, alors très, très, très anglo-saxonnes. En effet, un peu histoire française aussi, par le prisme de l'histoire anglaise. Et quand on sort du cadre de ce Moyen-Âge, c'est très les inspirations classiques que tout le monde peut avoir, hein. L'histoire grecque et romaine avec l'histoire de l'Empire romain pour évoquer l'idée d'impérialisme, l'histoire de la Babylone biblique pour évoquer l'idée d'une civilisation décadente qu'on retrouve en Orient. Donc en fait, ce sont des images assez classiques, mais que George Martin va réinvestir, va remettre dans son ouvrage, parfois en les mettant et en se disant qu'on attend quelque chose du fait de cette inspiration, mais en fait, il va aller vers une autre branche. Et aussi, et ça c'est un truc qu'on avait vu en fait à la fin de notre travail, c'est que il rend visible le fait que ce soit une inspiration historique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on réfléchit au Seigneur des Anneaux, les inspirations antiques, elles ne se voient pas immédiatement. Il faut creuser pour les chercher, etc. Alors que
dans le Trône de Fer, c'est évident de voir où elles sont. Et même quand on creuse un petit peu, on en retrouve d'autres ailleurs, mais elles sont assez visibles. Et ça, il le fait sur pas mal d'inspirations. Et c'est quelque chose qui, du coup, va créer un lien avec le lecteur. Grosso modo, George Martin, pour moi, il va reprendre l'histoire à 3 niveaux différents, alors que la plupart des écrivains de fantasy, quand ils disent « je m'inspire de l'histoire », ils vont le reprendre qu'à un seul niveau. C'est-à-dire que la plupart des écrivains de fantasy, ils vont reprendre les décors historiques, ils vont reprendre un espèce de contexte, une espèce d'ambiance voilà, médiévale fantastique. Il y aura des châteaux, il y aura des combattants à cheval, il y aura des épées, voilà. On est dans cette espèce de Moyen-Âge de fantasy, et on s'arrête là. George Martin, ce qu'il ajoute à ça, c'est des inspirations beaucoup plus précises sur à la fois des personnages et des événements. Il reprend des personnages, il va pas faire des décalques du personnage, prendre un personnage historique et lui donner un nouveau nom et le mettre dans son univers, mais il va prendre certains aspects du personnage ou certains moments de sa vie, il va les mixer avec d'autres, et il va créer un personnage comme ça, mais quand on creuse, on peut retrouver le matériau de base. Et il va également prendre des événements, parfois juste un petit événement qui aura duré 10 minutes, parfois une guerre entière, et il va prendre ça comme base pour son intrigue. Donc on le sait, il l'a revendiqué plein de fois, la base des premières intégrales Trône de Fer, c'est la guerre des 2 roses, conflit en Angleterre qui oppose les York et les Lancaster, donc il a renommé les Stark et les Lannister, et c'est ce qu'on a fait dans le livre. On a un chapitre entier sur la guerre des 2 roses. Quand on lit le déroulé de la guerre des 2 roses et qu'on connaît à côté l'histoire du Trône de Fer, on a les mêmes événements, on a les mêmes points de passage, mais pas dans le même ordre. On a des armées qui se retrouvent bloquées à cause d'une rivière à un moment, et donc du coup la rivière va totalement changer le déroulé de l'histoire, simplement parce que voilà, il y a cet obstacle physique qui oblige les personnages à faire des choix. On a des personnages de petits princes qui vont disparaître mystérieusement. On a des personnages de rois, de princes qui vont se marier, qui vont faire des mariages, qui vont être malheureux, enfin qui vont être considérés comme pas au niveau, et du coup à cause de ça, ils vont perdre des alliés, ou ça va entraîner des retournements de situation. Voilà. George Martin, il s'inspire totalement comme ça de plein de choses qui l'ont marqué au niveau historique, pour derrière créer sa propre histoire à partir de ce qui l'a marqué dans ce qu'il a lu comme fait historique. Aurélie ? En fait, alors je trouve que aussi chez George Martin, il y a un côté très ludique, en fait. C'est-à-dire qu'il va mettre des inspirations qui sont parfois un petit peu planquées, parfois moins, etc. Et je trouve que c'est une façon de s'adresser directement au lecteur. Bon, par exemple, on a un Roland au corps dans le Trône de Fer, qui est un clin d'œil vraiment direct à la chanson de Roland. Et il y a plein de petits éléments comme ça. Et je trouve que cette façon de mettre les inspirations historiques fait que ça implique aussi beaucoup le lecteur, qui va essayer de chercher les inspirations en se disant ah bah là c'est telle bataille historique, ah bah là on retrouve la bataille des Thermopyles, ah là on retrouve l'histoire de l'Écosse, etc. Et donc voilà, c'est une façon de dialoguer aussi que je trouve assez intéressante dans l'utilisation du matériau historique. C'est pas la seule inspiration qui va rendre visible. Je pense que la plupart des petits clins d'œil qu'il fait dans la saga de manière générale sont assez visibles, que ce soit les blasons des personnages qui ont des blasons de super-héros, ou tu vois les références à Harry Potter et à la Roue du Temps de Jordan, même le Valar Morghulis qui sort directement de l'œuvre de Tolkien, du coup. Donc et Lovecraft aussi. On Lovecraft a beaucoup aussi. de Lovecraft, effectivement. Donc ouais, clairement, c'est une méthode générale. Moi, je me souviens qu'en tant que lecteur, cette inspiration historique fait que j'ai baigné dans un univers visuel qui a créé une fracture un peu quand la série est arrivée. Je me souviens que la série, je l'attendais, mais par contre, tout ce qu'elle a proposé visuellement ne correspondait pas à l'image que je m'étais faite. Grâce à ça, j'ai encore aujourd'hui mes images de lecteur. Ce que je n'ai peut-être plus forcément, par exemple, sur un Seigneur des Anneaux, où c'est beaucoup plus proche, Pierre. Je me demande, est-ce que ça, c'est pas dû aussi, parce que moi, je pense que l'image que j'ai du Trône de Fer, en fait, elle est aussi énormément drivée par la traduction française des premières intégrales. Alors, Jean Sola. Ouais, c'est ça, Jean Sola, du coup, qui a traduit alors, je ne saurais pas dire, je vais peut-être dire des conneries sur sa formation ou quoi, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il a, dans sa traduction, peut-être une certaine volonté d'historiciser, peut-être encore plus que l'écriture de Martin à la base, le contenu, quoi. C'est-à-dire que quand Martin va écrire Sword, que tu traduis par épée,
Sola va peut-être s'embêter à se dire alors quel genre d'épée, rajouter des trucs comme ça, ce qui fait que moi, mon imaginaire visuel des premiers tomes en tout cas, il est vraiment ancré dans un truc très... J'ai l'image d'un film, tu sais, un peu des années 60 en cinémascope, avec énormément de costumes, énormément de trucs, quelque chose de très riche, tu vois, qui a changé, ça c'est intéressant, puisque du coup le traducteur a changé en fait sur la dernière intégrale, il me semble, et du coup c'est assez marrant de voir que, en lisant le dernier intégrale par exemple, j'avais pas tout à fait la même ambiance qui me revenait, tu vois, alors que c'est quand même le même auteur qui est traduit, et du coup il y a peut-être ça aussi... En tout cas, pour moi, qui a été important au niveau de la traduction française. Thierry ? Ouais, cette question de la traduction en français est très importante, et même dans d'autres langues, hein, même si j'ai pas lu en espagnol, en chinois ou autre. Tout simplement, un exemple en espagnol, apparemment, la scène d'introduction quasiment du livre où il trouve le cadavre d'un loup géant égorgé par le bois d'un cerf, en fait, dans la première traduction, c'est une corne de licorne. Ce n'est pas un bois de cerf qui a égorgé le loup. Et du coup, on est tout de suite dans une erreur de traduction qui nous emmène vers un monde de fantasy bien plus marqué que ce que George Martin a voulu faire. Et Jean Sola, en français, il a un peu fait l'inverse. En effet, il a amené un vocabulaire très riche, très précis, historiquement parlant, qui renforce ce côté historique, qui peut amener d'autres problèmes derrière. On perd notamment beaucoup de choses sur les jeux de mots de George Martin, mais qui était impossible à repérer à l'époque, et qui amène aussi d'autres problèmes, enfin qui amène certaines images qui ne sont pas forcément celles que George Martin voulait convoquer, ou qui parfois va trop loin. Aurélie en avait trouvé une image comme ça assez marquante, c'est le fait qu'une tour, une longue tour, je crois, est traduite par minaret en français. Donc on a des images tout de suite d'Orient islamique, là où c'est pas forcément l'idée que George Martin avait à ce moment-là. Donc voilà, les choix de traduction sur des tout petits mots vont nous entraîner vers une ambiance qui va être très différente parfois, et vraiment très important de le savoir, parce que oui, le texte en anglais est très différent du texte en français. George Martin a une écriture beaucoup plus simple et efficace de prime abord, mais qui en fait regorge de trouvailles et de jeux de mots et de petits artifices narratifs qui lui permettent derrière de s'ouvrir plein de portes, là où Jean Sola en français a ce choix d'utiliser un vocabulaire historique hyper riche. Dans un premier temps, on a l'impression d'un monde qui foisonne, mais dans un second temps, ça a peut-être tendance à le restreindre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quoi. Et est-ce que le fait de Patrick Marcel qui a repris la traduction, est-ce que tu trouves, ou vous trouvez que du coup, c'est pour ceux qui ont peut-être une expérience de lecteur anglophone, que c'est peut-être plus proche de l'écriture qu'a Martin en anglais ? Oui, dans le sens où il n'essaye pas d'améliorer le texte, entre guillemets, ce que Jean Sola il me semble qu'il y a une interview de Jean Sola où il disait ça, j'ai amélioré le texte de George Martin. Et donc Patrick Marcel est plus à rester proche du texte d'origine. Après voilà, c'est vraiment une œuvre très difficile à traduire, en fait, le Trône de Terre, paradoxalement, parce que là on est sur tout ce que j'ai mis dans le tome 1 des Mystères du Trône de Fer, Les Moussons du Vent. Ce côté, s'il est titré Les Moussons du Vent, le tome 1, c'est vraiment parce que il y a plein de jeux de mots dans le Trône de Fer, et ces jeux de mots, évidemment, c'est très difficile de les traduire dès qu'on passe dans une autre langue, parce que ça repose beaucoup sur de la polysémie, donc des mots qui vont avoir différents sens, et du coup, les traducteurs vont avoir tendance à les traduire différemment selon le contexte, là où George Martin aura utilisé systématiquement le même mot, ou tout simplement parfois certains mots en anglais qui sont les mêmes ou qui se ressemblent énormément, ça va pas du tout être pareil dans d'autres langues, bien évidemment. Il y a des jeux de mots impossibles à traduire, il y a plein de petites choses qui sont perdues à la traduction, comme dans beaucoup d'œuvres, mais c'est particulièrement marquant dans le Trône de Fer quand on regarde dans les détails ce que George Martin fait. Et du coup, moi je trouve que après il y a un truc à voir aussi, c'est qu'en français on déteste les répétitions, et l'anglais on est très friand, donc du coup on est vraiment sur deux manières d'écrire déjà différentes du fait du prisme culturel. Sur la traduction de Patrick Marcel, j'avais essayé de la lire, parce que moi j'ai lu le tome 5 en anglais, tu vois, et par contre quand j'ai lu
la version de Patrick Marcel, je n'ai pas trouvé. Je voyais le texte anglais, en fait, vraiment derrière. J'étais incapable de lire la version française à cause de ça. Elle était trop proche du texte d'origine, pour le coup, pour réellement ne pas me faire décrocher ou me dire attends, mais pourquoi je le lis pas en anglais si j'ai envie de le relire plutôt que de le lire en français, quoi. Aurélie, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais c'est alors le fait de créer un univers très ancré dans le médiévalisant, en fait, ça change aussi par rapport à l'adaptation de la série, parce que la série, elle puise aussi beaucoup sur des références qui sont peut-être un peu plus Renaissance ou époque moderne. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas mal avec les costumes notamment. On a pas mal de costumes qui font entre guillemets plus époque moderne, plus Renaissance, où par exemple on a l'image du roi Robert qui prend beaucoup de traits d'un tableau d'Henri VIII, et ça va même jusque dans la dernière saison, puisque la toute dernière image de Sansa qu'on a dans la série, qui est sur son trône de Winterfell, ressemble beaucoup aussi à un tableau d'Élisabeth Ier d'Angleterre, donc du XVIe siècle. Et ça, c'est quelque chose qui avait été bien montré par un chercheur qui s'appelle Stéphane Rollet, dans un livre de 2014, où il montrait justement tous les liens qu'il pouvait y avoir entre les tableaux de la Renaissance et l'idée de l'époque moderne qu'on avait au XIXe siècle, et cette influence qu'elle avait pu avoir comme influence sur les réalisateurs et les producteurs de la série, où on puisait pas mal dans cet imaginaire-là. Moi, je sais que c'est un des trucs qui a créé, visuellement, j'étais pas tout à fait dans le même univers à cause de ça, et je crois avoir lu sur... alors, je peux me planter, mais je crois que je dirais pas de bêtises. Il y avait une volonté de leur part de vraiment créer tout un univers en s'inspirant de beaucoup de choses visuellement, et je trouve qu'à force de vouloir absolument être novateur dans cette approche de création, qui est sans doute très stimulante pour tout ce qui est des décorateurs, pour tout ce qui est des costumiers et tout ça, ils ont peut-être perdu l'assise historique d'origine, je trouve, du Trône de Fer. Les visions de Port-Réal ne correspondent pas du tout à ce que j'imaginais de Port-Réal. Port-Réal, pour moi, ça ressemble à Dinan, tu vois, plus qu'à Constantinople. Et du coup, même si Martine revendique l'inspiration Constantinople pour Port-Réal, mais tu vois, j'ai des souvenirs de ça, mais c'est une démarche qu'ils vont avoir jusque dans la musique, en préférant que la musique soit composée au synthé. Puisque ce sont majoritairement, il y a des orchestres et des chœurs, surtout sur la dernière saison, mais c'est une musique composée de manière synthétique, avec la volonté d'avoir un son unique et d'avoir du coup un visuel unique aussi, qui ne renvoie à rien d'autre. Genre, ils voulaient absolument pas de cornemuse, ils voulaient absolument pas de flûte, ils veulent presque pas d'instruments médiévaux. C'est presque normal que Ed Sheeran vienne chanter dans la série, tu vois. Mais tu vois, mais c'est intégré à l'univers du coup, quoi. Au-delà du caméo. La série est comme ça, elle est entre guillemets pop, tu vois, sur ce côté-là. Ouais, Aurélie. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, je trouve, pas mal dans le générique. Générique de début avec les cartes là qui se construit, et en fait là clairement la référence, mais qui est vraiment assumée par les créateurs du générique, c'est Léonard de Vinci. Et ça va pas être l'image qu'on se fait d'habitude, qui peut renvoyer au Moyen-Âge d'un papier, d'un papyrus ou d'un manuscrit en fait enluminé. On a vraiment cette idée-là des machines qui s'emboîtent et qui sont vraiment prises sur Léonard de Vinci. Et le fait d'avoir cette sphère armilière, alors c'est l'espèce de sphère sur lesquelles sont gravés plutôt les éléments historiques de la série, ça c'est un élément qu'on rattache aussi vachement à l'époque moderne, qu'on retrouve sur beaucoup de tableaux, la sphère armilière de tableaux de l'époque moderne. Et donc voilà, plutôt que d'avoir un corbeau par exemple qui se balade comme c'était l'idée à l'origine sur une carte, voilà, on va beaucoup plus chercher sur des références plus modernes, plus de l'époque moderne. Il y a aussi, oui, j'avais vu, il y en a beaucoup qui ont commenté aussi les armures, notamment au niveau des casques. Il y a beaucoup de bourguignottes, casque qui est quand même assez tardif, quoi. Je pensais que c'était un plat en sauce, moi, tu vois. Est-ce que juste, Edouard, tu peux expliciter ce que c'est une bourguignotte ? Oui, tout à fait. Vraiment, la bourguignotte, c'est le casque du début de l'époque moderne, qui ne va pas ressembler au casque médiéval classique,
avec son ventail et sa cotte de maille, voilà, qui se rapproche plus du casque de conquistador. Tu me corriges, Aurélie, si je dis des bêtises. Oula, mais alors, sur un truc aussi précis, mais ouais, je sais qu'il y a pas mal d'éléments qui sont très, justement pas médiévaux, ou alors toute fin du Moyen-Âge, voilà, 15e, 16e, quoi. Où il y a même l'armure de Stannis dans la série, qui, elle, par contre, d'après les historiens, se rapproche beaucoup plus des armures même asiatiques ou indonésiennes, beaucoup plus que du médiéval européen. À ce niveau-là, en fait, c'est assez amusant de regarder. George Martin le fait déjà, ça, mélanger des influences historiques et il revendique totalement. Il spatialise en fait les influences, c'est-à-dire que plus on va vers le nord, plus on remonte le temps à Westeros. C'est-à-dire que le Grand Nord, c'est de la préhistoire, ils ont même pas de métal, leur équipement c'est du bois, c'est de la pierre, c'est vraiment, pour certains, littéralement des hommes des cavernes, même si ça a été traduit par troglodytes en français. Là on revient sur les questions de traduction de Jean Sola en anglais, c'est des cavemen pour certains, quoi. Donc c'est littéralement des hommes des cavernes. Quand on passe dans le Royaume du Nord, on est sur le début du Moyen-Âge, sur des gens en coude de maille, en fourrure, sur des châteaux qui vont être des modes féodales pour certaines, un Moyen-Âge des 5e, 10e siècle, on va dire. Aurélie me corrigera si je dis des bêtises. Et plus ensuite on va aller vers Port-Réal, plus on va se rapprocher du Moyen-Âge central. Ensuite on va aller carrément, quand on arrive sur Dorne, on est carrément sur une ambiance Reconquista, donc à l'Andalous, on est encore plus tardif. Et pareil, George Martin connaît les équipements médiévaux de ces différentes périodes historiques. Et il met des côtes de mailles dans le nord, il met des Alfhelm, je sais pas comment on dit en français. Selon le royaume dans lequel on est, les armées ne vont pas être équipées de la même façon, parce que c'est une volonté de George Martin de créer différentes ambiances. Alors il va pas chercher, comme dans la série, en effet, des inspirations asiatiques ou autres pour Westeros. En tout cas, Westeros reste très, très européen, même si on est sur différentes époques de l'Europe. Dans la série télé, par contre, dans les équipements, on va avoir des armures, des bateaux aussi. Le bateau de Ron Greyjoy, il est inspiré d'un bateau japonais très connu. Donc on va avoir comme ça des décorateurs, des costumiers qui vont se faire plaisir en allant chercher des éléments qui leur paraissent visuellement intéressants d'une façon ou d'une autre pour créer des costumes et des décors et des équipements. Des coups de poignard dans le dos, ça ne vous prépare pas au combat. Et aujourd'hui, le royaume n'est plus que cela. Je devrais porter l'armure et toi, les jupes. J'entrerai en guerre contre lui si c'est nécessaire. Qui d'autre que vous peut protéger le roi? Au nom du roi Robert. Il m'est impossible de gouverner les royaumes si les Stark et les Lannister sont à couteau tiré. N'êtes qu'un soldat. On m'a aussi préparé à tuer mes ennemis, Majesté. Moi aussi. Quand la série, du coup, sort en 2011, elle a une approche, à la base, elle voulait s'inscrire dans la tradition des séries historiques, puisque la référence à ce moment-là, c'est Rome. C'est autant la référence, on va dire, en termes de succès critique qu'en termes d'échec commercial aussi. Du coup, il y a quand même des enjeux derrière, à tel point que les réalisateurs, les showrunners, donc David Benioff et D.P. Weiss, puisque je me souviens jamais de ses prénoms, se demandent de prime abord s'ils vont pas supprimer l'élément surnaturel de la série quand ils vont l'adapter pour ne garder que la fiction historique dedans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la démarche inverse du coup de ce que Martin avait fait, qui était de se dire j'ai écrit de la fantaisie historique, mais je rechigne à mettre des vrais éléments de fantaisie dedans, comme des dragons, ce qu'il va finir par faire. Donc on a quand même cette espèce de démarche. On sent le public un peu frileux sur les questions de fantasy à la télévision quand la série sort, et du coup il va y avoir des choix qui vont être faits dès la première saison qui vont être impactants, des choix de mise en scène notamment, et là-dessus je vais passer la parole à Pierre. Sans parler d'analyse approfondie, parce que c'est pas vraiment ça, mais je pense que la série, elle vient sortir, enfin tu vois, on est en 2021, et du coup la série se termine en 2019, le monde des séries de 2019 n'est pas du tout le monde des séries de 2011 quand elle sort. C'est une série HBO, à l'époque HBO, il y a un peu ce truc-là, en tout cas, c'est les seuls à faire des grosses épopées historiques, comme je pense à Deadwood, je pense à Rome,
On a parlé des Tudors tout à l'heure, alors c'est pas HBO, mais clairement, Game of Thrones, quand ça sort, il y a un peu une volonté de... Les Tudors s'est arrêté l'année précédente, et du coup de peut-être reprendre un peu cette vibe-là, d'où le côté peut-être très Renaissance dont on parlait tout à l'heure. Elle est comparable aux autres séries HBO de l'époque, et aussi aux grands succès qui sont pas des trucs historiques. Je pense aux Sopranos, je pense à The Wire aussi, qui sont des séries qui... et ça je sais pas si c'est vraiment un parti pris de leur part, mais en termes de mise en scène... avait une volonté d'en faire le moins possible, c'est-à-dire de dire regardez, nous on fait pas de la série neugneux, on fait tu vois un truc qui est plus à une échelle cinématographique, et donc du coup vous n'aurez pas, tu sais, de ralenti à la con, d'accélérer, de trucs de montage un peu surcotés et tout ça, ça va être sobre, ça va être classe, ça va être tout ça, et en fait je pense que ce qui m'a gêné vraiment dans Game of Thrones, c'est cette approche de la mise en scène que je trouve en fait très peu incarnée, quoi. Donc là, il y a Aurélie qui glisse un petit message dans la conversation qui dit que Benioff a avoué vouloir faire les Sopranos chez Tolkien, mais il y a un peu cette vibe-là. À l'époque, toutes les séries avaient cette volonté de retomber sur les Sopranos peut-être, et de dire regardez, tous les personnages sont un peu des pourris, tu vois, un peu méchants, en tout cas... les gentils, ça n'existe plus vraiment, quoi. Je pense que c'était aussi une volonté chez le public de retrouver ça, quoi. Et moi, peut-être ma limite sur la série, c'est ça. C'est que je me dis, en termes de mise en scène, c'est quand même toujours un peu plan-plan, quoi, tu vois. Bah, du coup, ce qui est intéressant sur ce plan-là, c'est que la réalisation du pilote foireux, qui ne sera pas validé par HBO, qu'il faudra retourner à 90%, est réalisée par Tom McCarthy. Et ce réalisateur, c'est le réalisateur de Spotlight, film primé aux Oscars sur scandale des prêtres pédophiles. On n'est pas du tout sur le même sujet. Ils vont chercher un réalisateur de Cinoche, mais qui est quand même très... je ne sais pas si vous avez vu Spotlight, mais c'est un très bon film, hein, je vous le conseille. Mais c'est une réalisation documentaire. On n'est pas du tout sur quelque chose d'enlevé en termes de réalisation. Et lui-même a avoué qu'il était complètement largué, qu'on le mettait en face d'un élément de fantasy et il ne savait pas quoi en faire. Mais je pense que ça a été assez prégnant. Il y a une deuxième chose qui a été prégnante sur la réalisation, c'est que c'est des gens dans des bureaux aux États-Unis qui ont décidé d'aller tourner en Irlande du Nord. Et quand ils sont arrivés en Irlande du Nord, ils ont pris la météo dans la tronche. Du coup, ils se sont retrouvés avec des épisodes qu'ils étaient obligés de raccourcir. Ils pouvaient pas tourner. Ils flottaient trop. Donc, ils se sont retrouvés avec des épisodes de 30 minutes, alors qu'ils avaient vendu à HBO des 50 minutes. De fait, ils se sont retrouvés du coup à filmer des dialogues de couloir qui vont devenir emblématiques de la série en termes de dialogue, mais qui sont chiants comme la pluie à regarder, quoi. Il y a les acteurs qui sont pas mauvais, mais en termes de mise en scène, c'est du chant contre chant, c'est chiant. Enfin, voilà, pour parler franchement. Edouard, ça te fait rire. Parce que je suis habitué aux séries chiantes, je pense. C'est pour ça. Moi, ça va pas. Bon, typiquement, j'ai dans la tête un film comme en France, on a réalisé Le Souper. C'est deux mecs vieux qui bouffent et qui vont parler de la géopolitique après Napoléon pendant 1h30. Donc c'est vrai que deux bons acteurs, ils sont dans des couloirs. S'ils sont bons, ils peuvent l'emporter sur la mise en scène. Mais c'est vraiment un avis qui m'est vraiment personnel, quoi. Le truc, c'est que Le Souper, c'est écrit pour être deux vieux monsieur qui, tu vois, qui parlent de Napoléon autour d'une table. Et du coup, je pense que même les acteurs, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu un certain, tu vois, lâcher prise de certains acteurs. Je pense, alors je sais pas quel est son nom. Le mec qui joue Littlefinger, du coup. Aidan Gillen. Aidan Gillen qui jouait, que j'avais découvert dans The Wire, pareil, grande série HBO, très posée en termes de mise en scène aussi. Bon, alors série qui parle d'un monde contemporain, quoi, qu'on retrouve dans Game of Thrones, qui là, tu vois, tu le sens, moi je trouve un peu en roue libre, quoi, tu vois, avec sa moustache, et vraiment, tu sens des acteurs qui ont peut-être une approche très shakespearienne et très théâtre, justement, d'un truc d'époque, et qui du coup ont tendance à peut-être y aller un peu franco à certains moments, quoi, tu vois. Et alors les scènes de remplissage de dialogue de Littlefinger dans la série, tu vois, où ils se disent, attends, il faut qu'on explique le scénario, on va mettre 4 meufs à poil autour de lui dans un plumard, et puis il va un peu les tâter mollement en faisant, oui, je suis tellement méchant, tu vois, mes manipulations vont arriver à terme, et tu te dis, ouf, c'est compliqué, quoi. C'est à ce moment-là qu'il y a eu les espèces d'accusations de HBO, cette campagne de pub qui, c'est pas du porno, c'est HBO, tu vois, qui est sortie, et c'est vrai que la série, pour le coup, je trouve, a aussi un petit problème avec ça, sur comment elle utilise le rapport au corps, qui est très présent dans les bouquins, mais Martin, tu vois, il arrive à insuffler des ambiances et des trucs comme ça. La série, peut-être, elle panouille un peu sur ça, quoi. J'ai pas dit que je cautionnais tout, hein. Thierry ? Ouais, je pense que vous avez pas mal évoqué les grands points pour la série télé. En fait,
ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est quand même sur une grosse machine avec des réalisateurs différents selon les épisodes, avec des équipes différentes. Selon les saisons, il va y avoir 2 équipes de tournage, 3 équipes de tournage en 2-3 lieux différents. Et du coup, faut que l'épisode à la fin garde une cohérence narrative et visuelle. Donc il faut des réalisateurs qui savent se couler dans un moule général et ne pas partir dans tous les sens. Donc ouais, on n'est pas sur une série qui va reposer sur un réalisateur, un auteur-réalisateur qui va vraiment insuffler sa patte dans l'œuvre. On est plus sur quelque chose qui peut se regarder et changer de réalisateur tant que les showrunners restent et tant que l'univers de base reste, même si derrière, on l'a vu sur les dernières saisons, il y a eu énormément de changements en termes de narration qui ont été très discutés et très controversés. Et même quand on y pense, quand on regarde la toute dernière saison, en termes de réalisation, sur certains épisodes, j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu lâchés en tentant des choses qui ne faisaient pas du tout avant. La grosse bataille de la dernière saison à Winterfell, il y a des moments de réalisation où on est dans la bataille et puis d'un coup on passe avec les dragons au-dessus des nuages et on a un tout petit moment hyper calme, hyper poétique et on revient dans le fracas de la bataille derrière. Puis après, on va aller suivre Arya et on va avoir un moment de réalisation qui va être extrêmement inspiré de la narration des jeux vidéo, avec caméra derrière elle, on va la suivre, la caméra va se déplacer comme si on était dans un jeu vidéo d'infiltration, et où il faut éviter les zombies, et il faut réussir à passer d'une cachette à l'autre sans se faire avoir. Et là, voilà, là-dessus, il y a des choix de tournage qui sont différents et qui sont pas du tout les mêmes que sur les premières saisons. Donc on a aussi un objet audiovisuel qui va évoluer au fil du temps. Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'a plus la même série télé, le même contexte de série télé en 2020 et en 2011, et on n'a plus la même série en fait entre la première saison et la 8e saison quasiment. Oui, je pense que la volonté de faire cette mise en scène très posée, c'est aussi peut-être une volonté à la base d'avoir une série qui ne vieillira pas. Je pense qu'on voit ça récemment avec Chris et Edouard. On a regardé des épisodes de Paris Police 1900, je crois qu'il y a une série Canal qui est sortie là, où on voit clairement qu'il y a ce parti pris là aussi, c'est de dire on va pas faire des trucs de mise en scène un peu foufou qui partent dans tous les sens parce que potentiellement ça peut mal vieillir en fait. Et du coup je pense que les séries HBO de l'époque faisaient ça volontairement, et je pense que Game of Thrones a suivi cette donnée-là. Un truc qui m'a surpris par exemple dans la série, alors que je pense que c'est pour le coup vraiment une série qui aurait matière à ça, c'est dans les premières saisons, en tout cas celles que j'ai regardées, il n'y a pas de flashback par exemple. Alors que le bouquin est tout le temps en renvoi perpétuel à des trucs qui se sont passés avant dans la vie des personnages, après les personnages ont des visions, ça aussi, en termes de mise en scène, il y a plein de choses à faire, et du coup la série fait assez peu ça. J'ai l'impression que dans les dernières saisons que je n'ai pas regardées, du coup, comme tu disais, ça se débloque un petit peu. Edouard rigole, parce que du coup, je deviens vraiment le mec qui n'a pas regardé tous les trucs et qui lit pas les documents jusqu'à la fin. Pour cette histoire aussi de mise en scène, tu fais beaucoup référence aux autres séries de HBO. J'ai un peu l'impression que, alors ça a l'air surtout vrai au début, mais tout au long de la série, c'est que Benioff et Weiss, ils ont fait pas mal appel à des réalisateurs qui faisaient partie déjà du pool. Des acteurs aussi. HBO, hein. mais on a par exemple Alan Taylor et les acteurs, ouais, mais Alan Taylor et Timothy Van Patten qui sont deux réalisateurs qui ont aussi servi dans Rome. Effectivement, ouais, certains acteurs comme Tobias Menzies qui joue Brutus dans Rome et qui joue Edmure Tully, et Ciarán Hinds qui joue César dans Rome et Mance Rider dans la série. Et on a failli avoir Dominic West à la place de Ciarán Hinds. plus grande tristesse de cette série. Hein. Mais pour revenir là-dessus, il y a un réalisateur qui va... Alors, il y a 2 réalisateurs qui vont marquer un peu de leur empreinte la série. Il y a d'un côté Neil Marshall, qu'on va aller chercher pour faire beaucoup avec peu pour la bataille de la Nera, et qui va revenir en saison 4 pour faire la bataille du mur, avec un côté, attention, j'utilise le mot préféré de Pierre, un petit peu gogol. Genre la faux sur le mur, c'était juste
un peu risibles, des trucs très série B, quoi. Il y en a un deuxième qui va vraiment marquer de son empreinte au truc, c'est Michael Sapochnik, qui va être en charge des réalisations des batailles derrière, et qui, lui, va tenter des trucs. On ne peut pas dire que la bataille des bâtards, qui est en saison 6, elle n'est pas des tentatives d'idées de mise en scène, des trucs dont même vont se réclamer. Enfin, tu vois, la bataille de fin d'Outlaw King, dont on a parlé le mois précédent, ressemble, je trouve, beaucoup à la mise en scène qu'a fait Sapochnik dans Game of Thrones pour la bataille des bâtards. Il y a quelque chose de très similaire. Donc ça va quand même marquer un peu le paysage cinématographique, la manière dont il va faire ça, lui. Et par contre, dès qu'il va avoir une idée pour mettre en scène un dialogue, il l'a dit en interview, les showrunners vont l'arrêter. C'est-à-dire deux personnages qui se disputent, filmé à travers une cloison un peu grillagée pour marquer visuellement la dispute. Les showrunners vont lui dire non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. De la même manière, l'éclairage de Game of Thrones est un éclairage source tout le temps. Toutes les sources de lumière sont dans les cadrages, donc on n'aura jamais de virtuosité en termes de direction de la photographie. Enfin, on aura quelque chose de toujours très naturel et on ne va pas pouvoir travailler les éclairages autant qu'on le voudrait, à part dans la dernière saison où certains trucs vont pouvoir le permettre, mais c'est un petit peu différent. Et Sapochnik, moi ça m'intéresse beaucoup de voir ce qu'il va faire sur qui il va engager et comment ça va se passer sur le préquel de Game of Thrones qui est en cours, parce que c'est lui qui devient showrunner et j'ose espérer qu'en ayant les mains un peu plus libres, on aura peut-être un peu plus d'envolée de réalisation en fait, tout simplement. Thierry ? Ouais, non, je renchéris sur ce que tu dis parce que c'est vraiment ça pour moi qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est sur une série qui a un cahier des charges et on peut pas s'en éloigner. On va aller chercher tant tel ou tel réalisateur parce qu'il sait filmer des scènes de bataille, parce qu'il a un savoir-faire sur tel ou tel genre de scène dont on a besoin. Mais c'est pas pour autant qu'il va être libre et que cet épisode-là va complètement trancher en termes de narration, en termes de visuel par rapport aux autres épisodes. Il faut vraiment que ça reste dans le canevas, dans le cadre général, qu'on reconnaisse Game of Thrones, que ça reste très grand public. Sur la question aussi de faire une série qui vieillit pas, ça je pense que ouais, il y a cette volonté déjà rien que dans l'idée de tourner beaucoup en décor naturel et avec pas des ruines mais des châteaux qui existent réellement, des vieilles pierres, des choses comme ça, plutôt qu'en CGI, parce que ça vieillit beaucoup mieux quand on regardez n'importe quelle série des années 90 de fantasy, c'est risible aujourd'hui dès que vous avez des effets spéciaux, parce que voilà, les monstres ils sont en carton-pâte, les boules de feu c'est ridicule comme c'est pas permis. Et donc voilà, Game of Thrones, c'était un petit peu le risque, je pense, dont ils avaient peur, c'était de se retrouver avec des choses en carton-pâte comme ça. Au niveau décor et au niveau costume, armure, faire ça avec des vrais objets, de la pierre, du métal, des vraies matières, plutôt qu'avec du plastique et du polystyrène peint, ça apporte une authenticité. Alors au bout d'un moment, ils ont été obligés de rajouter des effets spéciaux, des dragons, avec les enfants de la forêt, ils ont même rajouté des boules de feu assez ridicules. Pour le coup, là ils ont peut-être un peu passé les bornes sur certains. Les dragons, est-ce qu'ils vieilliront bien ? Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, on pourra regarder les scènes avec les dragons de la même façon et qu'on se dira, bah non, en fait, ça tranche complètement, voilà. Il y a des questions techniques aussi, le matériel technique évolue et certaines scènes qui passent parfaitement sur les télévisions qu'on a aujourd'hui, en fait, ne passeront plus du tout parce que les formats auront évolué dans 10 ans, dans 20 ans et que ça paraîtra vraiment hideux comme c'est pas permis. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui se jouent, mais c'est vrai qu'on est sur une série de fantasy qui a essayé, là encore, on parle d'histoire aussi quand même à la base, d'apporter cette crédibilité historique en se mettant dans des cadres historiques plutôt qu'en faisant du carton-pâte, du coup. En allant chercher des véritables éléments historiques qui permettent d'apporter une crédibilité d'ensemble à l'ambiance de la série. Je voulais rebondir sur plusieurs choses. Pour le CGI, on voit que quand même récemment, il y a des séries qui ont fait un tout autre choix. Alors, on verra si c'est pour le bien ou pour le mal, mais qui sont produites par Netflix, qui sont The Witcher. The Witcher... C'est à ça que je pensais. Eux, ils ont choisi le parti pris du CGI. Même aujourd'hui... Enfin, le parti pris d'un CGI volontairement non réaliste, en fait, quoi. C'est-à-dire d'aller dans ce côté très
Enfin, moi, quand tu dis fantasy au sens classique, c'est vraiment le t-shirt avec une image de licorne, tu sais, sur fond dégradé rose avec des petites étoiles partout, quoi. Il y a un peu cette volonté-là, ouais, sur le Witcher, quoi. Et par contre, aussi, il y a un truc qui a évolué dans la politique de HBO, c'est que dans Rome, il y avait 0 bataille, quoi. Les batailles, elles étaient toujours, comment on appelle ça ? Hors champ. Elles étaient En ellipse. En ellipse, merci. Voilà, elles étaient en ellipse. On voyait vite fait des mecs en groupe flou qui se battaient pour représenter une bataille où elle était vraiment de loin, quoi. Mais après, sinon, on voyait jamais la bataille. Faut pas oublier que Game of Thrones, c'est aussi annoncé, je pensais, comme la série qui a le plus gros budget au moment où elle sort, en fait, hein, qui est Enfin, on n'est pas du tout sur une image de série comme on pourrait la voir classiquement, quoi. On est sur un truc énorme. Ouais, et puis du coup, moi, ce qui me rend très curieux par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, c'est ce que va donner la série du Seigneur des Anneaux d'Amazon. Parce que si elle a la même politique, on va se retrouver avec quelque chose d'un peu ennuyeux à regarder, comme tu disais, Pierre, d'avoir quelque chose d'un peu trop lambda. Donc on verra bien ce que ça donnera. Après, ils ont pris, comment il s'appelle Bayona en réalisateur de pilote, mais est-ce qu'il va pas être écrasé par la machine d'une série à $1 milliard ? On verra bien. Puis c'est compliqué de voir comment tu te places par rapport aux films de Peter Jackson qui ont quand même redéfini, tu vois, toute l'esthétique qu'on a du truc. Ouais. Et alors que lui-même, tu vois, en faisant le Hobbit, il s'est heurté, je trouve, à ses propres limites. C'est vachement intéressant, tu vois, comme approche de... Du coup, ça, on verra. On aura peut-être l'occasion de refaire une intervention là-dessus. Moi, en dernière intervention sur le côté série, je dirais qu'elle a été... moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué quand elle est sortie, c'est que c'est son 16/9e, en fait. Toutes les séries qui se réclament d'une certaine cinématographie n'hésitent pas à aller sur des formats cinématographiques, c'est-à-dire des formats à bande noire. Alors je dis pas que le 16/9e c'est pas bien, parfois ça peut être très très bien pour certaines façons de le faire, mais ils ont vraiment fait de la télé, c'est-à-dire que faut vraiment pas gâcher la taille de ton écran, quoi. Mais je pense que c'est parce que la série est sortie en 2011, elle serait sortie en 2015, tu vois, ils se seraient peut-être posé la question différemment. On était vraiment à ce moment-là où... Et d'ailleurs, ils ont aidé aussi à redéfinir aussi quelle gueule pouvait avoir une série, tu vois, d'un point de vue cinématographique, quoi. Dans le Seigneur des Anneaux, ils pourront pas se cacher derrière les intrigues de couloir et la géopolitique et la stratégie, parce que elle reste limitée quand même pour le Seigneur des Anneaux. On sait pas ce qu'ils vont nous faire à ce niveau-là. Il y aura peut-être des elfes à poil tout le temps aussi. Ce sera intéressant de voir comment est-ce que on réinterprète Tolkien une fois que George Martin est passé à l'écran. Justement, il y a souvent beaucoup de comparaisons qui sont faites entre Tolkien et George Martin, à la fois par George Martin, mais aussi par les journalistes, par les universitaires. Et donc, ce sera intéressant de voir comment est-ce que cette série-là vient à la fois après l'adaptation de Peter Jackson, mais aussi après l'adaptation de Game of Thrones. Qu'est-ce qu'ils vont prendre, vers quel côté ils vont pencher ? Est-ce qu'ils vont plutôt pencher sur une série entre guillemets réaliste, ou en tout cas qui se veut réaliste, un peu moins héroïque fantasy, ou épique comme pouvait l'être Tolkien. Donc voilà, ce sera intéressant de voir les choix qu'ils feront là-dessus. Mais Peter Jackson avait quand même une volonté dans sa direction artistique de se rapprocher de quelque chose d'un peu réaliste. Ouais. Il y avait quand même déjà une démarche, alors pas dans le Hobbit, mais dans le Seigneur des Anneaux, il y avait quand même la volonté d'en faire quelque chose, un univers très palpable, très crédible, et là-dedans, Game of Thrones est complètement héritière de ce schéma-là, je pense. À voir ce que ça donnera, quoi, du coup. C'est vrai que le Golas qui fait du surf sur les troupes d'olifants, c'est totalement réaliste. Non, je te parle plus en termes de décors et de la manière dont les décors étaient appréhendés, les costumes aussi très... Enfin, tu regardes les armures du Gondor, elles ont quand même quelque chose de très crédible, tu vois, c'est ça que je voulais dire plus tard. Vraiment, je pense ça serait très intéressant d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse sur toutes les narrations visuelles de la fantasy et toutes les adaptations à l'écran d'œuvres de fantasy. Quand on pense comment on est passé de Hercule ou Xena la guerrière à des adaptations de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, George Martin, là on va arriver sur House of the Dragon. Est-ce que justement, comme tu le disais, ça va avoir le même genre de patte que Game of Thrones, ou est-ce qu'on va être sur quelque chose de plus tranché, peut-être de plus high fantasy aussi, parce qu'il y aura beaucoup plus de dragons. À la base, ça reste des œuvres qui sont des livres, et derrière, elles sont adaptées à un moment donné, par des personnes données,
avec les moyens qu'elles ont, les moyens techniques, les moyens humains, les moyens financiers. On a vraiment là quelque chose aussi qui redéfinit un petit peu la façon dont on crée des images de fantasy. Une œuvre qui va bien marcher comme Game of Thrones va entraîner derrière beaucoup de copies, et au bout d'un moment va entraîner aussi une volonté de rupture de ce qui est devenu le nouveau modèle, quoi. Donc c'est vrai que j'ai assez hâte aussi de voir ce qui va pouvoir être fait dans les prochains gros titres de fantasy. Eh bien, on va rester sur cette réflexion en guise de conclusion et on va passer à notre petite section recommandations avec le sujet du jour. Du coup, on commence par qui? Par les invités ou par les tauliers, comme on dit? On alterne. Eh ben, dans ce cas, Aurélie, vas-y. Je commence. Alors du coup, moi, ce que je recommanderais, ce sont les travaux de Jean-Laurent Del Socorro, qui est un auteur de fantasy français et plus spécifiquement de fantasy historique, qui a écrit donc Royaume de vent et de colère, Boudica et Je suis fille de rage, qui à chaque fois se place dans une période historique précise. Et c'est un auteur alors c'est une fantasy dans laquelle il y a assez peu de magie, donc on reste sur quelque chose qui peut être proche de ce que fait George Martin en mettant de côté un petit peu la magie. Alors c'est quelqu'un qui fait aussi de la fantasy historique, purement historique, c'est-à-dire qu'on a vraiment des personnages historiques qui apparaissent alors qu'ils sont en marge de l'histoire mais qui apparaissent. Donc on se place vraiment dans un cadre qu'on peut connaître, hein. Par exemple, Royaume de vent et de colère, c'est Marseille du temps des guerres de religion. Et c'est quelqu'un qui, je trouve, a une écriture vraiment très très efficace, qui arrive à camper en quelques lignes, en quelques pages seulement, des personnages qui sont soit attachants, soit qu'on n'aime pas du tout, et donc avec lesquels on entre vraiment facilement en empathie, en émotion, et qu'on prend plaisir à suivre, et avec des histoires qui, je trouve, sont alors c'est des romans, c'est des one-shots qui sont efficaces dans leur narration et très agréables à lire, et qui se lisent très très facilement. Pierre ? Du coup, moi je vais vous parler d'une bande dessinée qui, d'une certaine façon, même si elle est purement historique, en tout cas elle n'est pas une série de fantasy, se rapproche de façon assez intéressante de l'image que j'ai, en tout cas du Trône de Fer, et qui est peut-être une image plus héritée du jeu de rôle, ou même des nouvelles de Dunk et l'œuf, qui sont un peu du coup périphériques de vraiment la série de livres Le Trône de Fer. Du coup, la BD s'appelle Le Roi des Ribauds, de Vincent Brujas et Ronan Touyoat. Et du coup, ça nous raconte l'histoire d'une sorte de maître espion du roi Philippe Auguste, donc autour des années 1200. Ça mêle de façon assez habile en fait des intrigues de cour et des intrigues vraiment de petits personnages au sein d'une intrigue plus grande qui va être celle du royaume de France au temps de Philippe Auguste, de Richard Cœur de Lion. Et donc voilà, je trouve qu'en termes de dessin, en termes de mise en scène aussi, il y a quelque chose de très très intéressant sur cette série. Donc voilà, ça s'appelle Le Roi des Ribauds, et c'est édité chez Aquileos, je crois. Aquileos, très bien, voilà. Thierry ? Moi on va rester un petit peu dans la même veine, avec de la fantasy historique encore, et avec Jean-Philippe Jaworski, qui est un nom très connu des lecteurs de fantasy français, parce que c'est l'auteur de Gagner la guerre, qui est le plus grand succès de fantasy francophone des dernières années. Et là, ce que j'ai envie de vous encourager à aller lire, c'est sa série Rois du Monde, qui se passe en fait chez les Bituriges, donc les rois du monde littéralement, des peuples gaulois, vers moins 500 avant Jésus-Christ. Donc on n'a pas tant que ça, je trouve, d'œuvres qui vont évoquer la celtique, la Gaule celtique, les ambiances d'antiquité qui se passent sur ce qui est aujourd'hui la France. Et Jaworski, qui est un passionné d'histoire et un passionné d'archéologie, et il a décidé de faire une œuvre à partir d'une légende semi-historique
sur ces peuples, et ça se lit très très bien. On est sur de la fantaisie historique, donc des personnages de guerriers principalement, mais pas seulement, qui vont de temps en temps se retrouver confrontés à des songes ou à des phénomènes magiques. C'est parfois difficile de déterminer si c'est dans leur tête ou si c'est vraiment de la magie qui se passe autour d'eux. Il y a une toute petite dose de fantaisie et beaucoup d'historique, et c'est vraiment très très bien écrit. Il y a des scènes de bataille absolument dantesques. Jaworski écrit très très bien les scènes de bataille. Il y a tout ce qu'il faut pour relancer l'intérêt du lecteur très régulièrement. Une narration qui est intéressante aussi, quand il écrit, lorsqu'il est très précis, très détaillé, un petit peu comme Jean Sola en fait dans sa façon d'écrire. Et donc voilà, Roi du Monde, pour l'instant il y a un premier tome qui se lit séparément et les 4 tomes suivants qui constituent un ensemble en fait. Donc, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça se finira normalement avec une 3e branche du coup qui continuera de raconter l'histoire de ces héros qui sont principalement 2 frères que l'on suit de l'adolescence jusqu'à ce qu'ils deviennent des héros des peuples gaulois. Édouard ? Alors, moi, comme vous l'avez compris, j'aime bien les séries avec des intrigues politiques de couloir. Je vais donc vous proposer, pareil, une des grosses inspirations pour Gregor Martin, la série The Hollow Crown. Donc, c'est 7 téléfilms britanniques qui sont sortis en 2012 à l'occasion des JO de Londres. C'est une adaptation des pièces historiques de William Shakespeare. Donc, il y a Henri II, Henri IV, première et deuxième partie, Henri V, Henri VI et Richard III. Avec tout ce que le cinéma britannique compte de grands acteurs. Donc, on va avoir Jeremy Irons, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Dame Judi Dench, et voilà, je vous encourage à aller voir, ça fait partie des inspirations vu qu'on parle de la guerre des 2 roses et de toutes ces intrigues politiques qui ont servi d'inspiration à Gregor Martin. Et toi, Christophe, qu'est-ce que tu vas nous recommander aujourd'hui ? Moi, je vous recommanderais. Alors, le jeu a un gameplay tout à fait hasardeux, mais le RPG de Game of Thrones, qui a été développé avant l'adaptation télévisée et qui est sorti la même année, qui est sorti en 2011. Une partie de la charte graphique avait été négociée avec HBO, donc il y a des choses qui ressemblent aux éléments de la série, parce que c'est quand même sorti sous la licence HBO. C'est bizarre, un peu visuellement comme jeu. C'est un peu spé comme jeu, mais je trouve que narrativement, ils ont réussi à très bien comprendre ce que Martin avait fait. Ouais. On y incarne 2 personnages aux intrigues croisées, donc il y a un système de point de vue, il y a un système de choix. Le jeu n'est pas très long. Si vous le jouez en mode histoire, le gameplay vous paraîtra facile. Si vous le jouez en mode expert, ça vous paraîtra un peu farfelu. On y suit d'un côté un garde de nuit et de l'autre un personnage de prêtre rouge qui revient chez lui et qui va du coup devoir se confronter aux histoires de succession un peu propres à ce que Martin aime bien en termes d'intrigue politique. Moi, je l'ai trouvé vraiment très très bien écrit et très prenant, et j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à saisir un peu l'âme des bouquins. Et voilà, et si après une deuxième petite recommandation, si les choix de mise en scène de la série concernant le tournoi de la saison 1 ne vous plaisent pas, vous pouvez retourner voir Chevalier avec Heath Ledger, ça fait toujours du bien. Voilà. Merci à vous si vous nous avez écoutés jusque-là. Je pense que c'était un podcast très long par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'était très intéressant d'avoir discuté de tout ça avec des invités. On va remercier Aurélie et Thierry d'être venus donner de leur temps pour la douve. Et en termes de teasing, on va rester un peu dans tout ce qui est série pour la prochaine fois. On va causer années 80 et séries télévisées, mais on ne parlera pas que de Stranger Things. On va parler un peu séries françaises et OVNI. Voilà. Sur ce, on espère que vous allez bien et on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast très bientôt. Et merci à la douve de nous avoir accueillis aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Salut. Au revoir. Dans la douve. Mais c'est très bien tout ça. Ouais, Est-ce que cool. C'est pas notre podcast le plus béton en termes de contenu, quoi? Je pense. Ah, il y en a certains qui étaient bons dans ce que vous aviez fait. Tu les écoutes, toi? C'est toi. C'est toi. Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne,